À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de l'entraînement à la chaleur avec Sébastien Racinet. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui nous allons parler d'entraînement à la chaleur et pour ce faire nous avons la chance d'avoir avec nous Sébastien Racinet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Sébastien Racinet, j'ai un profil académique à la base avec une filière STAPS, mais en fait j'ai rapidement continué vers la recherche et notamment la recherche en thermorégulation. Et j'ai quitté le monde académique il y a une vingtaine d'années avec une expérience en milieu hospitalier, médecine du sport et institut sportif. Alors, pour aller dans le sujet, quand on parle de chaleur, on parle de thermorégulation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'effet de la chaleur sur l'être humain ? Oui, totalement. Alors, l'être humain a été exposé de tout temps à la chaleur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on regarde les écrits historiques, on se rend compte qu'il y a plus de 2000 ans, on retrouve déjà des écrits de par les Grecs qui faisaient des démonstrations ou du moins des observations sur le coup de chaleur des soldats durant les guerres entre la Grèce et l'Empire perse. Donc c'est quelque chose qui a été de tout temps dans l'histoire humaine et c'est même quelque chose qui est important dans l'évolution de l'espèce humaine en tant que telle. On considère souvent que la capacité de l'homme à tolérer la chaleur était un avantage dans l'évolution de l'espèce et c'est ce qui nous a permis de chasser des animaux qui étaient plus grands, plus rapides que nous parce que notamment l'espèce humaine était plus endurante en ambiance chaude. Donc c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'homme qui est une espèce homéotherme, c'est-à-dire une espèce qui régule sa température. Par contre, c'est quelque chose qui devient assez prégnant pour le sportif et dont on parle de plus en plus pour le sportif spécifiquement pour plusieurs raisons. La première raison, on a tous entendu parler du réchauffement climatique avec l'augmentation de la fréquence et de l'amplitude des vagues de chaleur qui fait que nos sportifs sont exposés à la chaleur. La deuxième raison, c'est qu'on a une mondialisation du sport avec des épreuves qui se organisaient sur des continents qui traditionnellement n'organisaient pas ce type de méga événements tels que par exemple des coupes du monde de foot en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient, les Jeux Olympiques dans 2 ans de la jeunesse qui auront lieu à Dakar sur le territoire africain et ainsi de suite. Et la troisième raison, on a des calendriers également qui sont très contraignants pour les athlètes avec des compétitions estivales telles que les championnats du monde qui se déroulent tout le temps ou le plus souvent du moins dans l'hémisphère nord sur des périodes chaudes et humides. Donc on a un réseau, un faisceau de raisons qui fait que nos athlètes sont souvent exposés à des conditions chaudes. Et il se passe quoi du coup concrètement quand on est exposé à la chaleur, physiologiquement ? Alors, on a souvent tendance à penser que la chaleur est un problème pour les populations vulnérables, par exemple les jeunes enfants ou les personnes âgées. Et c'est vrai pour le coup de chaleur classique, mais nos athlètes ont un problème spécifique, c'est ce qu'on appelle le coup de chaleur à l'exercice, qui est dû au fait qu'ils font de l'exercice et donc ils produisent de la chaleur. Il faut savoir que lorsqu'on fait un exercice, qu'on soit un athlète ou non, de manière générale, lorsqu'on fait un exercice, on a une efficacité d'environ 1/4 à 1/3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que uniquement 1/4 de l'énergie que vous utilisez à l'exercice va devenir du mouvement. Et 3/4 de l'énergie qui est dépensée lors de l'exercice deviennent en vérité de la chaleur. Alors ça paraît très faible comme rendement, mais c'est finalement à peu près le même rendement qu'on observe sur n'importe quelle machine, que ce soit votre voiture, votre frigo ou votre ordinateur. Toutes ces machines produisent de la chaleur. C'est la même chose pour le corps humain. À l'exercice, on produit de la chaleur. Et cette chaleur, on a besoin de la dissiper dans l'environnement pour maintenir sa température corporelle. Pour la dissiper dans l'environnement, il faut l'envoyer du muscle qui produit la chaleur vers la peau pour qu'elle se dissipe dans l'environnement. On peut faire une analogie très simple avec votre voiture, par exemple, où le muscle sera le moteur qui produit la chaleur. Dans votre voiture, vous avez un liquide de refroidissement qui amène cette chaleur vers le radiateur où elle est dissipée dans l'environnement. Mais dans le corps humain, c'est le sang qui va transporter cette chaleur vers la peau et elle est dissipée dans l'environnement. Du coup, la première conséquence que vous allez voir sur des athlètes, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque parce qu'il y a une redistribution du flux sanguin vers la peau. Et cette augmentation de la fréquence cardiaque, elle va entraîner une cascade d'événements qui vont notamment entraîner une baisse du débit cardiaque et une baisse de la performance. Donc si j'ai une compétition en chaleur, il est impératif de s'entraîner ou de préparer la chaleur avant ?
Voilà, donc on sait que l'amplitude de baisse de performance qu'on peut observer en ambiance chaude va bien au-delà de la plupart des autres actions que l'on peut avoir sur le sportif. Par exemple, lors d'une préparation terminale, on cherche à gagner le dernier 1% ou 2% de performance qui vont faire la différence entre avoir le podium et rater le podium. Mais lorsqu'on est exposé à une ambiance chaude, notamment pour un sport d'endurance, on a des baisses de performance qui peuvent aller jusqu'à 10-15%. Donc il est indispensable de pouvoir contrecarrer ces baisses de performance, sinon finalement le reste de la préparation passe totalement au deuxième plan. Et le meilleur moyen de contrecarrer ces baisses de performance qu'on a en ambiance chaude, c'est en s'entraînant à la chaleur. Ça va entraîner un certain nombre d'adaptations qu'on appelle l'acclimatation à la chaleur. L'acclimatation à la chaleur, c'est quoi? C'est tout simplement obtenir des adaptations physiologiques qui sont spécifiques à l'entraînement à la chaleur, telles qu'une augmentation du volume plasmatique, une augmentation de la sudation et ainsi de suite, qui permettra à l'athlète petit à petit de restaurer son niveau de performance à un niveau proche de ce qu'il aurait eu s'il n'était pas exposé à la chaleur pendant la compétition. Et alors, quand on s'acclimate à la chaleur, est-ce qu'il vaut mieux le faire en conditions naturelles ou réelles, ou alors de manière artificielle? Il y a tout un panel de possibilités qui s'offrent à l'entraîneur et à l'athlète, que ce soit des conditions naturelles, des conditions artificielles, des conditions actives, des conditions passives, et ainsi de suite. Notre rôle, c'est de piocher dans cet éventail de possibilités pour voir qu'est-ce qui s'adapte le mieux aux besoins de l'athlète et aux besoins de son plan d'entraînement. De manière générale, il faut reconnaître qu'il est préférable de suivre un principe de spécificité, c'est-à-dire avoir une activité physique dans un environnement similaire à celui de la compétition. Cet environnement similaire, on peut soit l'obtenir en voyageant sur un pays chaud, soit l'obtenir en le simulant dans ce qu'on appelle une chambre environnementale. Une chambre environnementale, c'est quoi? C'est une grande pièce dans laquelle on va contrôler la température, l'humidité et des fois un certain nombre d'autres paramètres qui vont nous permettre de simuler n'importe quel environnement pour préparer un athlète, où qu'il vive, à faire une compétition n'importe où autour du monde. Donc si j'ai bien compris, on peut perdre jusqu'à 15% de performance si on s'entraîne pas à la chaleur. Mais c'est quoi la chaleur en fait? Parce que on parle de chaleur. Est-ce que 26 degrés c'est de la chaleur? Est-ce qu'il y a des normes? On utilise le mot chaleur par simplicité, mais il s'agit d'un abus de langage. En vérité, on devrait parler d'environnement chaud et ou humide. Parce qu'on considère souvent que la chaleur est un problème isolé, mais en vérité, dans le cas de l'athlète, comme on l'a mentionné précédemment, le problème est que l'athlète produit sa propre chaleur lui-même. Donc, sa limitation, c'est pas de la chaleur qu'il gagne de l'extérieur, c'est de sa capacité à dissiper la chaleur qu'il produit dans l'environnement. Et ça, c'est limité par deux facteurs. C'est limité par la température elle-même, qui va limiter les échanges de chaleur, notamment par convection, ou par radiation en cas d'exposition directe au soleil ou indirecte reflétée sur la route. Mais c'est aussi et surtout limité par l'humidité, qui va limiter la capacité d'évaporer la sueur. Et en fait, l'évaporation de la sueur, c'est le premier moyen de thermorégulation pour un athlète qui fait un exercice en ambiance chaude. Donc, pour répondre à la question c'est quoi une ambiance chaude, cela dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend notamment de l'humidité. Il y a deux types d'ambiance chaude qu'on considère comme étant extrêmement stressantes. C'est soit les climats désertiques, qui sont donc des ambiances très chaudes et sèches, avec des températures qui peuvent aller au-delà des 40 degrés, y compris à Paris pendant une vague de chaleur, ou ça peut être des climats dits tropicaux, qui ne sont pas forcément extrêmement chauds, qui peuvent avoir des températures de 27-28 degrés, associées à des humidités élevées, et qui seront tout aussi, si ce n'est plus stressantes que du climat désertique. Et entre les deux, c'est un continuum. Ça dépend donc du niveau de chaleur, du niveau d'humidité, ça dépend du micro-environnement dans lequel l'athlète évolue. Donc par exemple, si l'athlète a des vêtements de protection qui sont imposés par l'activité, par exemple un foot américain ou dans un certain nombre d'autres sports, un voile notamment, où la réglementation oblige de porter des gilets de sauvetage et ainsi de suite, tout ça, ça crée des micro-environnements qui font que l'athlète est dans une ambiance chaude et humide, même si autour de lui, l'environnement ne semble pas aussi chaud et humide que ça. Et puis ça dépend bien entendu de la production de chaleur de l'athlète. Une journée estivale pour laquelle ça sera agréable pour une personne qui ne fait pas d'exercice d'aller être passif à la plage sera en vérité une journée très stressante pour un athlète due à la chaleur qu'il produit lui-même. Donc c'est vraiment lié à l'individu. C'est lié à l'individu.
Pour un individu donné, d'ailleurs, cela change en fonction du moment de l'année. Par exemple, il y a une acclimatation saisonnière qui se fait l'été par rapport à l'hiver. Cela change en fonction de sa préparation. Avec l'acclimatation, un environnement qui était stressant avant la phase d'acclimatation va devenir moins stressant par la suite. Donc ça change pour un individu donné. Ça change entre des individus qui font le même sport. Ça change entre les sports. Ça change entre les catégories. Donc c'est quelque chose qui nécessite une certaine personnalisation dans la préparation. Mais ce que je comprends pas, c'est comment tu le sais en fait que l'individu il le supporte ou pas. C'est juste à la sensation ou tu vas le mesurer, tu le mesures comment? La fréquence cardiaque? On est entre l'art et la science. C'est-à-dire qu'il y a une partie scientifique où on connaît les règles d'adaptation de l'espèce humaine. On sait que l'espèce humaine avec un grand H est assez tolérante et surtout s'adapte très très bien à la chaleur. Nous sommes une espèce animale avec des grandes capacités d'adaptation et on sait que tous les athlètes sont capables de s'acclimater, de s'adapter à la chaleur si on respecte les principes de base. Donc il y a une partie scientifique qui a été clairement démontrée. Après, il y a une certaine partie qui est un petit peu plus difficile, c'est tout ce qui est la personnalisation de l'athlète, où là on se base aussi bien sur des données mesurées, donc on mesure par exemple la sudation d'un athlète, on va mesurer ses changements de volume plasmatique, on va mesurer les changements de concentration en sodium dans la sueur, on va mesurer de manière toute simple mais très très importante la fréquence cardiaque effectivement, parce que la fréquence cardiaque est un paramètre global qui dépend aussi bien de la charge cardiovasculaire que de la charge thermique, donc avec un très très bon indicateur de la capacité d'un athlète à s'adapter à la chaleur. Pour prendre un exemple simple, vous prenez un athlète, vous lui demandez de faire un exercice donné, par exemple un footing à 12 km/h ou pédaler à 150 ou à 200 watts, donc un exercice d'une intensité très modérée, au premier seuil ou en dessous du premier seuil, même pour lui. Normalement, l'ambiance neutre, à des intensités comme ça, il gardera une fréquence cardiaque stable de, par exemple, 140 battements minute. En ambiance chaude, vous allez voir qu'il y a une dérive de cette fréquence cardiaque qui est due au stress cardiovasculaire imposé par le stress thermique, et votre athlète va finir sa séance à 180 battements par minute. Donc vous avez totalement changé de domaine d'exercice dans l'objectif de votre séance d'entraînement. Mais avec l'acclimatation de la chaleur, pour le même exercice, vous allez vous rendre compte que petit à petit, cette fréquence cardiaque va redescendre de 180 à 170, 160, 150, et petit à petit, vous allez restaurer sa capacité d'exercice. Tu nous as dit qu'il était essentiel de s'acclimater quand on avait une compétition en environnement chaud. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que pour toi c'est utile de s'acclimater et si la compétition se fait en environnement dans un milieu tempéré? Je pense notamment à cette année aux Jeux Olympiques de Paris. On ne sait pas la température qu'il va faire. Alors, les Jeux Olympiques de Paris sont un très très bon exemple parce qu'effectivement personne n'en a de boule de cristal, mais on peut supposer qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une vague de chaleur, mais celle-ci n'est pas certaine. Si on regarde les années récentes, on va dire qu'il y a eu certaines années avec des vagues de chaleur, donc les athlètes pourraient être exposés à des compétitions, à des températures extrêmement chaudes pendant leur compétition. Et par contre, il y a eu d'autres années où il a fait un petit peu moins chaud. Et du coup, ça pose la question, comment se préparer si on ne sait pas qu'il va faire chaud? Et pour moi, la réponse est assez simple, elle est, du moment qu'il y a le moindre risque qu'il fasse chaud, il faut se préparer à la chaleur. Pourquoi? Parce que l'amplitude de la baisse de performance sera totalement irrattrapable en cas de vague de chaleur si on ne s'est pas préparé pour ça, alors que s'il ne fait pas chaud, il n'y aura aucun effet secondaire, aucun inconvénient à s'être préparé à la chaleur, même s'il ne fait pas chaud. Au contraire, il y aura même probablement des effets positifs. Toutes les études dans le domaine montrent qu'on a soit des progressions à l'entraînement qui sont supérieures à ce qu'on obtient en environnement neutre, soit des progressions à l'entraînement qui sont similaires à ce qu'on obtient en environnement neutre. Donc dans tous les cas, c'est soit bénéfique, soit ça ne change rien en environnement tempéré, mais ça ne sera jamais négatif de se préparer à la chaleur. Et moi je voudrais que tu reviennes un petit peu sur cette acclimatation. Qu'est-ce que tu préconises? Quelle durée d'acclimatation D'un point de vue pratique, les adaptations à la chaleur sont des adaptations relativement rapides si on compare à un certain nombre d'autres adaptations à l'entraînement ou à l'altitude. Par relativement rapide, ce sont des adaptations qui s'obtiennent généralement en 2 semaines ou moins. Pour la plupart des athlètes, on arrive à obtenir un niveau d'acclimatation en 10 à 14 jours. Donc on n'est pas en train de parler d'une préparation qui doit durer une année, on n'est pas en train de parler de différence entre des athlètes qui viennent de pays chauds, de pays froids.
Même si vous venez d'un pays froid, vous pouvez vous préparer en 2 semaines pour une compétition en ambiance chaude. Il me semble que c'est même plus court. Les premières adaptations se font au bout de 6 à 10 jours, non? C'est Voilà. ça? Effectivement, donc il y a un certain nombre d'adaptations qui apparaissent même dès les premiers jours. Après 2-3 jours, on observe déjà des adaptations. Par contre, il faut prendre en compte qu'il y a une certaine variabilité entre les athlètes. C'est la raison pour laquelle on recommande d'habitude 2 semaines pour avoir une certaine marge de sécurité sur des athlètes qu'on ne connaît pas. Sur des athlètes que l'on connaît, par contre, avec lesquels on a déjà travaillé, on est capable d'individualiser, de savoir que tel ou tel athlète pourra se préparer en 7 jours ou en 10 jours. De manière opposée, on sait aussi que certains athlètes, assez rares, mais certains athlètes ont besoin de périodes plus longues, ont besoin de 3 semaines pour pouvoir se préparer. Mais là, on parle d'environnement naturel. Mais par exemple, si on le fait dans une salle en environnement contrôlé, il y a besoin de combien de temps? Pareil, 2 semaines, mais à raison de combien de fois par jour? Donc, la durée de 2 semaines, c'est pour l'intégration dans le plan d'entraînement. On sait que c'est des adaptations relativement rapides dans le temps, et c'est des adaptations qui sont également peu coûteuses en temps d'entraînement. On parle de 1h30, 1 heure à 1h30 par jour, uniquement, d'entraînement en conditions chaudes. Le reste de la journée, l'athlète peut s'entraîner et vivre en absence de chaleur. Je dirais même que le reste de la journée, l'athlète doit au minimum se reposer en absence de chaleur. On pense des fois qu'il est nécessaire de s'exposer toute la journée et la nuit pour s'adapter. Ça, c'est une conception qui vient de l'altitude où on sait qu'il est nécessaire de s'exposer pendant au minimum 16 heures par jour pour avoir des adaptations hématologiques. Mais pour la chaleur, c'est totalement différent. Ce n'est pas la durée d'exposition qui compte, c'est plutôt l'intensité du stress thermique qui compte. Donc, un entraînement par jour de 1 heure à 1h30 en chaleur est suffisant pour s'acclimater. Le reste des entraînements, le reste de la vie, et notamment le repos et le sommeil, peuvent se faire en ambiance tempérée. Quelle stratégie tu mets en place d'entraînement? Tu commences par des entraînements plus tranquilles au départ, et puis après tu peux faire des répétitions de sprint, ou comment ça se passe? La stratégie d'entraînement qu'on va mettre en place va être personnalisée en fonction des besoins de l'athlète et de l'entraîneur, bien entendu, mais de manière générale, ma petite préférence personnelle, si je peux dire comme ça, est sur l'entraînement basé sur la fréquence cardiaque. Cela présente un double avantage. Le premier avantage, ça résout le problème de l'adaptation de la charge d'entraînement lorsqu'on induit un stress environnemental. Donc, c'est-à-dire, si je reprends l'exemple de mon athlète qui avait prévu d'aller faire, par exemple, 2 heures à 150 watts, dans lequel il aurait été à 140 de fréquence cardiaque, mais au lieu de faire 2 heures à 150 watts, je vais lui dire, tu fais tes 2 heures à 140 de fréquence cardiaque. Donc tu gardes la fréquence cardiaque constante et non pas la puissance et non pas la vitesse. Donc on s'adapte pour une même charge relative et comme ça on adapte la charge absolue en fonction de la charge relative. Ça c'est le premier avantage, ça permet de planifier l'intensité de l'entraînement, et le deuxième avantage, c'est que ça va prendre en compte également la progression lors de l'acclimatation à la chaleur. On va voir que petit à petit, la charge absolue, en termes de puissance, de vitesse, va remonter avec l'adaptation à la chaleur. Je reviens sur ce que tu as dit avant. Tu parlais d'1h30 en salle d'environnement contrôlé avec du repos. Par contre, si tu es dans un environnement naturel, où on est déjà en chaleur et en humidité, est-ce que tu le ferais de la même façon ? Ou est-ce qu'il faut des temps plus courts d'entraînement et comment ça se passe? Parce que tu vis en chaleur et en humidité du coup. Les principes d'entraînement restent les mêmes, qu'on soit en environnement artificiel ou en environnement naturel, c'est-à-dire qu'on va obtenir une augmentation des températures centrales et cutanées, une augmentation du débit sudoral, une augmentation du débit sanguin cutané. C'est ce qui va permettre les adaptations. Par contre, la manière dont on planifie l'entraînement va être un petit peu différente, c'est-à-dire qu'en environnement naturel, pour prendre un exemple par exemple avec des cyclistes, du coup ils vont faire l'intégralité de leur session d'entraînement en ambiance chaude, donc on va pas pouvoir se permettre de planifier une session en chambre chaude et une session en environnement tempéré, vu qu'ils feront un stage dans un pays chaud. Dans ce cas-là, on va adapter le contenu de la session avec le coach, pas forcément en changeant le contenu de la session, mais en changeant l'ordre des séquences d'activité. Et si l'entraîneur souhaite faire une partie de sa session avec une intensité neuromusculaire spécifique et des vitesses spécifiques, on va faire ça en début de session avant que l'athlète soit hyperthermique, et par la suite il va continuer de pédaler pendant 2 heures pour obtenir ses adaptations à la chaleur. Il y a une augmentation du débit sudoral, pardon. Est-ce que tu mets en place une stratégie hydrique du coup, pré-exercice ou post-exercice? Tout à fait. Qui dit chaleur dit augmentation des pertes sudorales. Perte sudorale, donc ça nécessite une stratégie hydrique, mais pas seulement. Quand on sue, on perd de l'eau ainsi que des sels minéraux, le principal étant le sodium.
Donc ça veut dire que du moment qu'on fait un exercice en ambiance chaude, et ça c'est vrai pour l'athlète qui fait un stage en ambiance chaude, mais c'est vrai également pour le staff qui accompagne l'athlète, pour le travailleur, pour le militaire, pour toutes les populations exposées à l'ambiance chaude, il faut adapter son hydratation en remplaçant les pertes hydriques, et il faut adapter également sa consommation en sel. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, de manière régulière, je recommande aux athlètes de se peser avant et après l'entraînement et de boire 1,5 fois la quantité perdue dans l'heure à 2 heures qui suivent la session d'entraînement. Donc si votre athlète, par exemple, a perdu 1 kg pendant sa session d'entraînement, dans l'heure à 2 heures qui suivent, il faut qu'il boive 1,5 litre pour récupérer cette déshydratation de manière assez rapide avant que celle-ci se mette en place à cause de la répétition des sessions en ambiance chaude. Et pour vous donner un ordre de grandeur pour ce qui est des besoins en sel, l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les apports en sel à 6 grammes par jour pour des raisons cardiovasculaires, le risque d'hypertension et ainsi de suite. Mais si vous lisez les textes de l'OMS, la phrase qui vient directement après cette recommandation est que cette recommandation ne s'applique pas aux personnes ayant une activité physique en ambiance chaude. Donc il faut également adapter la nutrition de votre athlète. Alors adapter la nutrition, c'est pas forcément faire appel à des compléments ou des boissons d'effort, ça peut aussi être tout simplement un salant un petit peu plus sa nourriture et ainsi de suite. Mais sur cette phase d'acclimatation à la chaleur, il est important de fournir assez d'hydratation et de sel à son athlète. Donc on peut imaginer une boisson d'effort avec un peu de sel à l'intérieur pendant la séance ? Tout à fait. On peut imaginer donc soit d'apporter le sel pendant la séance, soit de l'apporter par la suite pendant la récupération, voire pendant les repas. Je voudrais que tu nous parles de la stratégie de refroidissement. On voit souvent des athlètes avec des gilets de glace avant les compétitions ou voire même des bandeaux. Est-ce que c'est utile ou quel est l'intérêt ? La stratégie de refroidissement est utile. Par contre, le mot refroidissement induit en erreur. On ne cherche pas à refroidir un athlète, on cherche à minimiser son augmentation de température. Parce que lorsqu'on parle de refroidissement, de manière naturelle, on va aussi penser à l'échauffement, et là on a deux phénomènes qui s'opposent. D'un côté, on se dit l'échauffement est bénéfique à la performance, parce que ça a des adaptations liées à la température, mais également des adaptations qui ne sont pas liées à la température, qui sont liées à l'exercice lui-même. Et d'un autre côté, on vient nous dire le refroidissement est bénéfique. Et du coup, où est-ce qu'on se situe ? En vérité, on recherche une combinaison des deux. Ce qu'on fait, c'est qu'on adapte l'échauffement, en réduisant notamment son intensité et sa durée, notamment sur les phases d'augmentation de la température, parce qu'on en a bien ce chaude, et en plus, au cours de l'échauffement, on utilise des techniques de refroidissement telles que des gilets froids, des boissons à base de glace pilée et ainsi de suite, des granités par exemple, qui nous permettent de limiter l'augmentation de la température centrale tout en obtenant les bénéfices périphériques de l'échauffement. On parlait des 2 semaines tout à l'heure d'acclimatation ou enfin de préparation. Tu les planifies comment dans une saison ? Est-ce que c'est proche de la compétition ? Il faut mettre les 2 semaines juste avant la compétition ? Est-ce que c'est éloigné ? Est-ce qu'il y a une méthode que tu préconises ? Il y a plusieurs moyens de planifier ces 2 semaines. On peut les planifier soit au dernier moment, c'est-à-dire voyager dans le pays de compétition et les faire sur place pour avoir 2 semaines pour s'adapter sur place, un petit peu sur le même principe que le décalage horaire. On peut les faire avant de partir, par exemple dans une chambre chaude où on va simuler l'environnement de compétition, puis on voyage. Mais on peut aussi les planifier à d'autres moments, et c'est de plus en plus ce que l'on préconise au sein de notre institut, au CREPS de Montpellier, c'est pour prendre en compte les besoins d'affûtage et de repos de l'athlète avant la phase de compétition, de prendre en compte son besoin par exemple d'avoir un temps de famille, d'avoir un temps de repos avant de voyager dans le pays de compétition, et du coup on peut se permettre de faire ces 2 semaines jusqu'à 1 mois avant la compétition, et puis de maintenir les adaptations par des petites piqûres de rappel, 1 ou 2 sessions par semaine pour minimiser la perte des adaptations, et puis après d'avoir que quelques sessions sur quelques jours avant la compétition pour retrouver le niveau d'adaptation qu'on avait à la fin des 2 semaines. Est-ce qu'il est intéressant d'utiliser la chaleur quand on est blessé, pour les blessures ? Quand on parle de chaleur, on pense souvent au sportif d'endurance qui va faire une compétition d'ambiance chaude, mais pas que. On se rend de plus en plus compte que la chaleur a un certain nombre de bénéfices pour d'autres populations, et notamment effectivement pour le sportif blessé, non pas dû aux effets de la chaleur sur le système cardiovasculaire, et encore, ces effets de la chaleur sur le système cardiovasculaire sont intéressants pour réduire la charge absolue, c'est-à-dire la charge mécanique d'entraînement pour une intensité relative donnée, mais ça c'est le même principe qu'avec l'altitude, c'est-à-dire un athlète blessé,
qui n'est pas capable d'avoir un stimulus d'entraînement suffisant d'une limitation mécanique, que ce soit une douleur ou une blessure, ainsi de suite, si on le fait s'entraîner avec de l'altitude ou avec de la chaleur, on arrive à augmenter le stress cardiovasculaire tout en minimisant la charge mécanique. Donc ça, c'est un point commun avec l'altitude. Mais dans le cas de la chaleur, il y a un autre bénéfice qui est très intéressant, c'est que la chaleur active les voies de la synthèse protéique de la même manière que le stress mécanique. Donc il y a des voies communes qui sont activées par un stress mécanique et par un stress thermique, et du coup on arrive à remplacer le stress mécanique par le stress thermique. Et on a des études récentes qui montrent que chez des athlètes immobilisés, qui ont donc une atrophie musculaire et une baisse de force pendant la phase d'immobilisation, et notamment au moment du retour au sport, malgré leur entraînement et la phase de rééducation, ils sont toujours en atrophie musculaire et en déficit de force au moment du retour au sport. Mais le fait d'exposer ces athlètes à la chaleur permet de minimiser, voire de totalement supprimer cette atrophie musculaire et ce déficit de force au moment de retour au sport. Donc si on conclut, il faut, si on veut perfer le jour J en chaleur, il faut à tout prix préparer et s'entraîner à la chaleur. Tout à fait. Là-dessus, il n'y a aucune question possible. Du moment qu'une compétition a lieu en ambiance chaude, il faut s'entraîner en ambiance chaude. Très bien, super. Merci en tout cas Sébastien pour la richesse de tes échanges. Merci à vous. Et à bientôt sur un prochain podcast. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre-Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.